Oui, je sais, je fais des vidéos sur les films et les séries du moment. Est-ce un mal? Non. Donc la saison 3 de la série à succès La Casa de Papel vient de sortir et du coup, je pense que c'est le moment de parler de cette dernière parce qu'il y a énormément de choses à dire. Évidemment, je vais spoiler les 2 premières saisons, vu que quand je fais cette vidéo, je n'ai pas encore vu la troisième n'est pas encore sortie. Mais si vous n'avez pas vu les 2 premières saisons, ou que vous n'avez pas fini de regarder, arrêtez cette vidéo. C'est mieux. Personnellement, j'adore l'idée de la série, je suis très attachée au personnage de Berlin et du professeur. Je trouve que le message qu'elle délivre au spectateur est assez bien, même s'il y a quelques facilités scénaristiques. Et les histoires d'amour, à part Sergio et Raquel, encore ça va, sont un peu fatigantes à mes yeux. Voilà. Mais bref, pour cette vidéo, j'ai choisi d'aller vers un sujet qui est assez d'actualité et dont la série parle d'une manière assez pertinente et qui est le thème de la révolte. Beaucoup voient dans cette série juste une histoire de cambrioleur et quelques histoires d'amour par-ci par-là. Personnellement, si j'aime cette série, c'est pour tout le message qu'il y a autour et pour la manière dont elle essaye de faire passer ce message aux spectateurs. C'est évidemment ce qu'on va analyser aujourd'hui et on va essayer de répondre à la question: quelle est l'idée de révolte que tente de nous transmettre la série et comment elle y arrive? Vous pensiez regarder une petite série avec une histoire un peu sympa? Eh bien détrompez-vous, ça va bien plus loin que ça, c'est parti pour vous parler de tout ça. Déjà comme toujours, même si vous savez de quoi ça parle, on va résumer un peu la série. Alors La Casa de Papel, ça parle de quoi? La Casa de Papel, c'est quoi? C'est avant tout une série espagnole très récente vu qu'elle est sortie en 2017, et qui a eu son petit succès. On suit quelques criminels qui ont des pseudonymes de villes et qui vont essayer de cambrioler la fabrique de billets de Madrid grâce au plan du professeur Sergio pour les intimes. Mais évidemment, les policiers vont tout faire pour les en empêcher, plein d'histoires d'amour pas très intéressantes. Ah oui, j'ai pas dit que la série était sans défaut. Et si elle en a bien un énorme, c'est les histoires d'amour. Donc voilà, on a un peu présenté tout ça, maintenant on va aller dans le vif du sujet. La Casa de Papel, c'est une série qui a été influencée par 2 choses principalement. Premièrement, vous le savez peut-être, mais la série a été créée suite à de nombreux mouvements protestataires, notamment en Espagne, suite à de nombreuses crises. Donc, quelles sont les différentes inspirations de la série? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La première, c'est le mouvement des indignés. Histoire terminale ES, chapitre sur la gouvernance économique. Oui, je révise mon bac en même temps. Les Indignés, c'est un mouvement relativement récent vu qu'il date de 2011. Il a été créé dans un but de contestation contre le capitalisme, et en particulier la bourse. Je rappelle que quelques années avant avait eu lieu la crise des subprimes. En gros, si t'es perdu parce que t'as jamais lu les journaux et que t'as pas fait ES, déjà fallait faire ES, je plaisante évidemment. En gros, la crise des subprimes, c'est une crise immobilière de 2008 qui a touché le secteur des prêts immobiliers aux États-Unis. Je vais pas vous faire un cours, mais là-bas il y a 2 façons de louer, soit à taux fixe, donc comme en France, soit à taux variable. Parfois ça peut être peu cher, et parfois quand les spéculations sont à la hausse, et que ce qu'on appelle la bulle spéculative explose, eh bien le loyer devient beaucoup trop élevé. On peut plus payer, plus personne n'achète, et donc crise. C'est la crise des subprimes qui est partie des États-Unis et qui a touché le monde entier. Bref, je t'avais dit, il fallait faire ES. Le problème dans tout ça, c'est que ceux qui investissent, c'est les plus riches. Ils vont investir dans l'immobilier, mais en fait, quand il va y avoir une crise, ceux qui vont avoir vraiment mal, ceux qui vont plus pouvoir payer leur loyer, qui vont devoir vendre, se retrouver à la rue, c'est le petit peuple. Donc, le peuple va subir une crise alors que ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas lui qui a décidé d'investir. Lui, il voulait juste payer son loyer. Voilà, et c'est la première chose que va dire la série. Pourquoi les plus pauvres subiraient-ils les fautes des plus riches? Ensuite, la série s'inspire d'une deuxième chose. Vous en avez sûrement beaucoup trop entendu parler, mais je ne peux pas traiter du sujet de la révolte dans La Casa de Papel sans en parler. Je veux bien sûr parler de cette magnifique chanson, de cette fameuse chanson qu'on a un petit peu trop entendue, Bella Ciao. La chanson que vous avez sûrement beaucoup trop entendue, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Donc cette chanson italienne, et pas espagnole, est un hymne révolutionnaire. Ça, jusque-là, vous devez le savoir, ça doit aller. Surtout si vous avez vu la série, ce qui est normal. C'est une chanson déjà plus ancienne, vu qu'elle date de la Seconde Guerre mondiale, et elle était chantée par les Italiens résistant aux troupes allemandes. Au fil du temps, cette chanson, à part être devenue un chant chanté par les Bretons au Hellfest, ou encore une reprise pas terrible, je pèse mes mots, de Maître Gims, Quand on n'a plus rien à dire, il faut se taire.
C'est surtout devenu une chanson contre le fascisme qui, je rappelle, est principalement née en Italie. Et cette chanson, au final, elle est surtout devenue un hymne appelant à la résistance. Si les braqueurs chantent cet air, c'est parce que pour le professeur, c'est important. Parce que lui, il ne fait pas un cambriolage que pour l'argent, mais surtout pour, comme il le dit si bien à la fin de la saison, défendre une idée d'égalité, et là, il pose une autre question. Pourquoi les plus riches deviennent de plus en plus riches alors que les plus pauvres dorment dehors ? Et, accessoirement, deviennent de plus en plus pauvres. Il veut montrer qu'il y a de l'argent à utiliser, mais le système préfère laisser des gens mourir de froid, en simplifiant, même si c'est pas autant manichéen. Voilà le message. Donc on a vu les deux idées principales qu'essayait de nous transmettre la série. Pourquoi les plus pauvres paieraient-ils toujours pour les plus riches ? Et pourquoi laisserait-on mourir de faim des gens qui n'ont pas d'argent, alors que comme le dit le professeur, bah l'argent il y en a, c'est juste des bouts de papier à imprimer. La série le montre d'ailleurs très bien en montrant plein de scènes de Nairobi en train de diriger tout le monde dans la salle des imprimantes. Enfin des imprimantes, des machines à imprimer les billets quoi, vous avez compris. Donc maintenant on pourrait se demander à qui ce message de révolte contre le système capitaliste est-il destiné ? Outre les histoires d'amour, parce que j'ai fait le test pour voir, j'ai demandé à des gens de ma classe s'ils aimaient Tokyo et Rio, bah je vous assure qu'ils ont dit non. Après oui, c'est subjectif, vous inquiétez pas. Tous préfèrent le professeur. Vous avez compris ? La préparation du braquage se fait dans une salle de cours. Une salle de cours pour être riche par la suite. Et sans s'en rendre compte, les braqueurs, à l'exception de Berlin, vont faire partie de cette révolte, exactement comme le spectateur qui va regarder la série. Est-ce que vous vous souvenez, si vous l'avez vu, quand j'ai parlé de l'homosexualité dans Game of Thrones ? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir la vidéo après celle-ci. Et surtout, quand j'ai parlé des messages que les séries veulent nous faire passer. Les lycéens sont les premières personnes visées par cette série. C'est une salle de cours pour apprendre à devenir riche. Je répète, un mec ultra intelligent qu'on aime tous, c'est le professeur, qui s'appelle le professeur. Alors, est-ce que vous comprenez où je veux en venir ? Salle de cours, professeur, intelligent, devenir riche. Alors vous allez me dire, pourquoi viser cette tranche d'âge ? Simplement car ils sont l'avenir. C'est eux qui vont faire en sorte que demain soit meilleur. De plus, il est vrai, et je ne plaisante pas, les gens de cette tranche d'âge sont plus influençables. Et surtout, ils veulent la révolte. Je ne dis pas ça comme ça, les blocus, on en a fait, et les manifs, on en a fait également. Oui, des fois pour pas rater des cours, simplement. Je ne dis pas que ça touche tous les lycéens, que tous les lycéens vont en blocus, et que ça ne concerne que les lycéens, mais en connaissance de cause, je peux vous dire que rien que pour embêter le monde, ils sont là. C'est un peu l'âge. Ils rêvent tous d'un monde meilleur assis sur leur table de cours avec leurs profs, et surtout ils rêvent d'être riches, et de bien réussir leur vie. Donc, en mettant l'histoire d'un casse directement devant leur nez, on gagne déjà pas mal leur intérêt. En fait, ça a été très compliqué pour moi d'écrire cette vidéo parce que je me disais, mais alors je parle des lycéens, est-ce que je m'inclus dedans ? Est-ce que je dis leur ? Est-ce que je dis on ? Et du coup, je dis leur, pour bien montrer que c'est les lycéens. Mais moi, je suis plus lycéenne depuis 3 semaines. Quand j'ai écrit cette vidéo, je l'étais encore. Donc bon, enfin voilà. C'est pour ça que je me permets d'en parler comme ça, en connaissance de cause. Bon, donc on a tous vu à qui était destinée la série. N'y voyez aucun jugement de valeur, mais plutôt une généralité permettant une meilleure compréhension de la vidéo. Bah, j'écris pas une thèse non plus. Donc comment la série gagne notre intérêt plus qu'en nous mettant juste des billets sous le nez ? Déjà, en nous présentant un monde qui n'est pas si manichéen que ça. Manichéen, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'effectuer une distinction entre le bien et le mal. Un film de super-héros est souvent manichéen. On a le gentil, le méchant. Voilà, la Bible par exemple, c'est manichéen. Dieu, le diable, etc. Et pour le coup, Game of Thrones est une série qui était absolument pas partie pour être manichéenne. Y a aucune nuance entre le bien et le mal. Comme dit Mélissandre, quand un oignon est pourri, il n'est plus bon qu'à jeter. Bref, La Casa de Papel, justement, n'est pas du tout une série manichéenne. On pourrait croire qu'il y a clairement 2 groupes, c'est vrai, les personnages principaux étant les méchants et les policiers les gentils, pour l'interrogation. C'est une question en fait. Pour vous, qui sont les gentils et qui sont les méchants ? Est-ce que c'est les cambrioleurs ? Normalement, ça devrait être les cambrioleurs, les méchants. Les policiers, ça devrait être les gentils. Pourtant, les cambrioleurs, c'est les personnages principaux de la série. Ils ont l'air de défendre des idées où vous êtes d'accord avec ces idées. Du coup, ils ont l'air plutôt gentils. Les policiers, ils ont l'air plutôt méchants. Encore une fois, il faut voir où on se place. Raquel, c'est la policière. Elle est gentille, mais comme le spectateur, elle est en proie à un dilemme. Qui est la justice, etc. Vous inquiétez pas, je m'éloigne pas du sujet de la révolte, je reviens après dessus. Dans les policiers, on a
plusieurs policiers pas très intéressants, mais également l'ex de Raquel, qui la battait. Oui, il est pas policier, je sais, mais c'est dans le camp des policiers, je veux dire. Le professeur a de bonnes intentions, mais il veut voler. Berlin est un violeur, mais il finit par se sacrifier. La Casa de Papel n'est pas du tout une série qui dit « les policiers sont méchants » ou « ils sont gentils ». Il laisse le spectateur choisir lui-même son camp, mais l'auteur prend le parti de la révolution et des braqueurs en les présentant comme les personnages principaux de la série. Mais il nous laisse le choix, et c'est ça qui est fort. Parce que oui, il touche des lycéens comme j'ai dit, et les lycéens c'est pas le genre de personnes, même s'ils sont influençables, qui aiment ne pas avoir le choix. Laisser une interrogation à une personne de cet âge-là va beaucoup mieux marcher que lui dire directement « tu dois faire ça ». Les ordres, en termes généraux, il aime pas trop ça. Et ici, je trouve que le point de vue de la série est très intéressant. On voit bien le point de vue de l'auteur à travers la parole de Sergio, mais à aucun moment il va nous faire la morale comme on peut le voir dans d'autres séries. À aucun moment elle dit que c'est la faute de quelqu'un, d'un groupe social ou autre. Sergio dénonce le système, au spectateur d'être d'accord ou non. Pour l'auteur, le plus intéressant serait que le spectateur soit un peu comme Raquel. Au début il est sceptique, puis après il est conquis par les idées de Sergio, et pas que les idées d'ailleurs, et puis après il adhère au mouvement. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, si Peter Parker serait ce qu'on serait si on était dans l'univers de Marvel, et Sansa dans Game of Thrones, eh bien Raquel, idéalement, ce serait nous dans la Casa de Papel. Il y a beaucoup d'univers comme ça où on a toujours un personnage qui représente le spectateur, ses idées et son espèce d'évolution à travers la série. Donc pardon, je diverge, revenons à nos moutons. Nous avons l'idée de la série, nous avons un message, un destinataire, mais comment la série arrive à faire en sorte que le spectateur soit d'accord avec tout ça? Pour que le spectateur adhère à ça, il lui faut des arguments. Une grosse somme d'argent, désobéir, un personnage charismatique, mettre des braqueurs au premier plan, mais nous avons oublié une chose qui fait que le spectateur ne se dit pas « braqueur égale méchant ». Tout simplement l'absence de violence ou la quasi-absence. Aucun otage ne meurt. Le professeur veut que ce soit pacifique. Le seul violent c'est Berlin, mais il finit par se sacrifier pour les autres alors c'est un petit peu effacé. Donc vous avez compris, la série nous donne un message, celui d'une rébellion, mais d'une rébellion sans violence. Et ça je pense que c'est le plus important, je disais qu'on serait Raquel si on était dans la série, bah on pourrait aussi être les otages, sauf Arturo, je souhaite à personne d'être lui. Bref, donc voilà, je vais faire une conclusion assez rapide pour une fois, parce que je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, La Casa de Papel est une série qui a été influencée par beaucoup d'événements d'actualité, qui le sont depuis des années et qui le restent encore aujourd'hui. Et c'est super que ce genre de série, qui touche autant de monde, arrive à faire véhiculer ce genre de messages et de cette manière. En ça, je suis contente que la série ait autant de succès. Et même si c'est pas une de mes séries préférées, même si des moments me fatiguent, et même si je suis d'accord avec certains par rapport au scénario un peu facile par moment, par principe, je ne peux pas dire que la série ne devrait pas être autant aimée. Je pense que nous tous, étant enfants, on s'est demandé en voyant des gens pauvres, pourquoi on n'imprimerait pas des billets pour tout le monde. Sauf que, en grandissant, on s'est rendu compte que le monde était beaucoup plus compliqué que ça. Mais la série, quelque part, nous ramène à cette réflexion. Pourquoi on n'imprimerait pas des billets pour tout le monde ? Je ne veux pas dire par là que la série a la réflexion d'un enfant de 4 ans, je veux juste dire qu'elle pose une question toute bête. Oui, une question auquel des gens ayant fait un minimum d'économie peuvent répondre en disant que l'argent n'aurait plus de valeur et que donc le système s'effondrait. Je ne dis pas non plus que la Casa de Papel est une série totalement anarchiste. Juste qu'elle vient nous piquer sur un truc qu'on a toujours eu en tête et elle vient nous demander si on trouve ça normal. Et oui, à partir de là, elle appelle à la révolte. Donc voilà, je vais me faire une joie de regarder la saison 3. J'espère que ces idées seront respectées et que ça va pas se finir en série un peu trop longue, parce qu'ils sont partis pour 4 saisons là quand même. C'est dur. En réalité, je pense que la série aurait dû se terminer au terme des 2 premières saisons, mais bon. Je vais pas être défaitiste, je vais regarder ça et peut-être vous en parler après. C'est un peu dur avec les séries Netflix où on a tout d'un coup et du coup ça... Pour vous en parler, c'est un peu compliqué parce que du coup, le mode de diffusion, on regarde pas tous au même rythme, enfin bref, c'est un peu chiant et un peu fatigant. Et en plus, du coup, comme dirait Thibaut, les séries, on les retient pas. Stranger Things saison 3, je vois des gens en parler un peu, mais enfin, pas du tout au point de Game of Thrones. Parce que justement, quand on regarde un épisode de Game of Thrones, on a le premier, ça va être le lundi, lundi soir, tout le monde va parler de Game of Thrones. Puis tout le monde va parler que de cet épisode. Du coup, pour les séries Netflix, tout est là d'un coup, et du coup, le jour de la sortie, évidemment, tout le monde va en parler. Mais au bout de 3 jours, c'est un
peu perdu quoi. Après, il y a encore quelques photos que tu vois passer pendant 2 semaines après, mais pas du tout la hype qu'on a avec Game of Thrones, ou Westworld, ou Walking Dead, tous les lundis, ou je sais plus la diffusion de Westworld, enfin bref. Ce qui rend la chose très dommage, et on est beaucoup à un peu cracher là-dessus. Et j'espère qu'un jour Netflix va comprendre que c'est pas la bonne solution. Voilà. Bref, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est toujours super sympa. Vous pouvez vous abonner aussi pour pas rater les prochaines, etc. etc. Tout ce que vous voulez. J'espère que le concept vous plaît toujours. Alors oui, même si c'est énormément de travail, j'avoue que je prends toujours un immense plaisir à écrire ça. Bref, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, comme d'habitude. À la prochaine, n'oubliez pas que rien n'est dû au hasard, tout a un but. Allez, moi comme d'habitude, je vous dis, bye tout le monde.